Bonjour, bienvenue sur GEP-TV. Je suis avec Bruno Guérin. Bonjour Bruno. Salut Alors, Nicolas. alors, il nous appelle de bien loin puisqu'il est de l'autre côté de la Méditerranée. Hein, donc, il nous fait le plaisir quand même de pouvoir partager avec nous quelques échanges sur un jeu Normazone. Alors moi, quand j'ai découvert que tu faisais ça, je dis tiens, il va vraiment sur des sentiers qu'on n'a pas l'habitude de voir s'aventurer. En général, quand on pense à toi, on pense essentiellement à l'Antiquité, que ce soit la mythologie gréco-latine, que ce soit Rome. Et là, tu nous fais un truc qui évoque plus la littérature cyberpunk des années 80 à 2000, avec une dystopie. Bon, bref, enfin, j'ai été assez surpris. Alors déjà, avant de nous présenter Normazone, comment tu en arrivé à ça a toujours une littérature qui t'a toujours plus ou même le cinéma, Oui, puisqu'on peut penser à Blade oui, Runner, oui, on peut passer à tout ce genre de choses. tout à fait. Enfin, moi, c'est vrai que si j'ai commencé à écrire des jeux de rôle par rapport à l'Antiquité, c'est parce que justement il y avait un manque et que c'était quelque chose que j'avais envie de vivre et de faire vivre. Et mais à côté de ça, j'ai toujours aimé les films de SF, les romans. Alors, c'est vrai qu'en roman, l'autre fois, je me posais la question. En roman de SF, j'en ai pas lu tant que ça en réalité. Hormis Asimov, Fondation. Enfin voilà, c'est un petit peu ancien. Alors, j'ai un peu lu les romans cyberpunk, justement, quand on a joué à Cyberpunk avec mon ami Guillaume Le Prévost, qui a participé un peu j'y arrive, à l'élaboration de Normazone. Et donc, quand il nous avait fait jouer Cyberpunk, effectivement, j'avais commencé à lire différents livres. Alors, j'ai plus l'auteur en tête, mais enfin, les moutons, les robots rafted de moutons. Du Philippe par exemple, voilà. Voilà, c'est ce qui était assez classique. J'en avais lu 3-4 comme ça. Mais c'est surtout une culture, on va dire, filmographique. D'accord. Donc là, pour le coup, j'ai vu autant de séries, de bons films que de séries Z, mais voilà, c'est quelque chose. La SF, j'ai toujours aimé ça, et en fait, Normazone, même si c'est le 3e jeu de rôle que je vais éditer, alors pour le coup en auto-édition, hein, avec la même équipe que Antica. En réalité, c'est mon 2e jeu que j'ai écrit, parce que au tout départ, il devait être édité chez les ludopathes. Après, on sait ce qu'il est devenu de la société. Et bon, je l'ai écrit parce qu'à un moment, je saturais un petit peu. J'avais plus d'idées. J'étais sur Antica. J'avais fait un peu le tour puisque la gamme était déjà écrite. Donc, même si la gamme, le dernier supplément sera publié l'année prochaine dans un dernier financement participatif. Pour l'instant, les souscripteurs attendent l'avant-dernier, donc celui sur les îles grecques. Mais tout ça, je les avais déjà écrits, voilà, il y a maintenant presque 10 ans. Et je tournais un peu en rond. Et donc, je suis revenu, parce que si vous vous rappelez, il y a 10 ans, dans le monde du GDR, il n'y avait plus de propositions SF, hormis d'aller reprendre les vieux Cyberpunk, les vieux Shadowrun, etc. Et alors ça aurait été certainement mieux qu'il soit publié il y a 10 ans. Mais comme la nature a horreur du vide, entre-temps, oui, il y a eu les grosses licences, Terminator, Alien, Blade Runner. Puis, je crois que Cyberpunk avait été réédité. Donc, effectivement, là, j'arrive à un moment où il y a un peu de concurrence en face, et puis sur des gros noms. Mais il n'empêche que je pense que la proposition justement que je voulais amener avec Normazone, elle est beaucoup plus large en fait que ces licences, puisque moi, ma volonté première justement il y a 10 ans, c'était de pouvoir permettre aux maîtres de jeu d'incorporer dans un univers, avoir un univers suffisamment riche dans lequel je vais expliquer dans le background, on y viendra tout à l'heure, mais dans le background, et qui va permettre en fait
au maître de jeu de pouvoir trouver, quel que soit le film, BD, manga, roman qu'il aura vu et qu'il a envie de faire jouer, eh bien, il trouvera toujours une ficelle qui lui permettra d'aller introduire sa source d'inspi dans l'univers de Normazone. Voilà, parce que globalement, les grands thèmes de l'anticipation de la SF, c'est toujours globalement les mêmes. C'est le clonage, c'est les androïdes, c'est l'intelligence artificielle, c'est des maladies, des problèmes génétiquement modifiés, que ce soit une maladie ou une espèce d'alien. Voilà. Et donc, on peut retrouver tout ça, ou un peu du post-ap. Et donc, parce que la Terre, c'est quand même grand, et souvent, quand on joue, par exemple, Robocop, vous jouez que dans la ville de Détroit. Quand vous jouez Cyberpunk, vous jouez que dans la ville de Night City. Mais à côté de ça, le monde, il est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, justement, voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai décrit, avec, justement, alors, il y a plein de clins d'œil. C'est globalement, c'est un peu les retours que j'ai avec les personnes avec qui j'ai fait jouer, c'est justement tous les petits clins d'œil à des films, alors plus ou moins, ou à des séries plus ou moins connues. Alors, pour le coup, je suis peut-être désolé pour les plus jeunes. C'est vrai que j'ai la culture que j'ai et j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai peut-être des références à des films que certains n'ont pas vus. Mais à côté de ça, je croise des gens qui me disent ouais, ton jeu, quand ils ont lu les 80 pages qui sont disponibles sur la page Game On. Ils me disent ça m'a fait penser à tel manga, à tel roman que je suis en train de lire, et moi je les regarde avec des grands yeux. Je connais pas, donc j'ai pas pu m'en inspirer, mais pour autant la mission est réussie, puisqu'ils ont réussi à trouver les fils qui allaient leur permettre de mettre justement cette source d'inspi dans l'univers de Normazone. Donc en fait, voilà, le but, c'était de pouvoir permettre parce que Normazone, en réalité, c'est notre monde actuel, et on joue en 2100. Et donc, moi, j'ai essayé d'inventer qu'est-ce qui se passe entre maintenant et 2100. Et justement, j'ai essayé d'agencer plein d'événements qui font que on peut trouver des zombies dans certaines régions du monde. On a une zone, un hiver nucléaire à un autre endroit. On va jouer façon New York 1997, mais au niveau du continent australien, parce que c'est redevenu une énorme prison ultra protégée, on peut pas en sortir, et les prisonniers sont largués là-bas et ils survivent comme ils peuvent. Alors comme ils survivent sur les restes de la civilisation actuelle, en fait, australienne, et donc on est plus proche de Mad Max, parce que ils se réorganisent en clans, voilà. Et donc ça permet de faire selon l'endroit où on est, finalement, de jouer du cyberpunk, du Robocop lorsque vous êtes dans la Normazone, de jouer un peu du Mad Max quand vous êtes dans le pénitencier austral, de jouer un peu plus, comment dirais-je, Total Recall ou autre version Expanse ou Alien avec la colonie martienne Mars One qui existe, et on est en cours de terraformation de la planète rouge, et on commence à exploiter les minerais sur la ceinture d'astéroïdes. Donc voilà, ça permet d'ouvrir déjà beaucoup de champs de l'anticipation. Et puis après, voilà, avec une société particulière. Alors moi, j'ai fait un choix parce que dans tout jeu d'anticipation, il y a toujours plus ou moins une apocalypse au départ. Moi, j'ai fait
je suis parti sur... Alors, quand je l'ai écrit, si vous vous rappelez, il y a 10-12 ans, c'était au moment de la crise des subprimes. Et donc, je suis parti effectivement sur une crise financière qui provoque l'effondrement financier mondial. Ce qui fait que les pays, les BRICS qui commençaient finalement, avant, elles étaient dans le tiers-monde, elles se sont développées pour devenir ce qu'elles sont actuellement, donc les BRICS, donc Brésil, Russie, Chine, Inde, etc. Mais bon, comme c'est la Normazone, donc la Normazone, c'est globalement les pays du Nord, qui sont déjà très normés. On sait tous qu'on vit déjà dans un monde très normé. Si les pays du Nord s'effondrent, c'est nous qui sommes les clients des BRICS et de fait, par effet domino, leur économie également s'effondre. Donc, moi, je suis parti de ce postulat-là. Et puis dans l'anticipation, il faut des mégacorpos, donc parce que les multinationales ne sont pas vouées sous prétexte qu'un effondrement économique à disparaître. Elles vont se modifier, elles vont se regrouper, elles vont se spécialiser donc pour devenir des mégacorpos, donc soit spécialisées dans l'alimentation, dans la robotique, dans le côté militariste. Même les religions se sont regroupées avec la geste. Bon, bref, les médias, pareil, se sont regroupés. Donc c'est plus qu'un unique média. Et tous ces corpos se mettent d'accord, créent un consortium, et le consortium propose une solution aux États, c'est-à-dire que les corpos rachètent les États et bon, bien sûr, nos politiciens négocient cet achat contre un poste au sein du comité de direction. Enfin, bon, bref, parce qu'il faut bien un côté politique dans la chose. Et donc, à partir de là, les mégacorporations décident de faire fonctionner nos pays, nos nations, sur le même mode que ces multinationales, à savoir par un système de normalisation qui va même à l'outrance, et les lois sont supprimées puisque maintenant la norme c'est la loi. Et donc les joueurs dans cet univers vont incarner. Alors on peut jouer des deux côtés, même s'il n'y a pas. Enfin, il y a deux côtés, mais il n'y a pas un bon et un mauvais. Ça, c'est en fait chaque côté, il y a le côté pile et le côté face. Et donc moi je préconise toujours, c'est d'abord de jouer du côté de la Normazone, donc en tant que régulateur, c'est-à-dire que les régulateurs, si vous voulez, comme il y a énormément de normes. Il y a une IA qui gère en fait tout le système de la Normazone pour mettre à jour le système normatif en permanence à jour auprès des agents de la police des normes, donc d'Isocorp. Mais cette police des normes a un peu trop de pouvoir. Et donc, à un moment, les méga-corporations décident de dire, bon, il faut qu'on mette quand même une espèce de régulation. C'est un petit peu des bœufs carottes, si vous voulez. Enfin, donc, c'est la police des polices. Et les joueurs vont être, en tant que régulateurs, vont être un peu cette police des polices. Donc, ils dépendent en fait d'une méga-corporation, donc ils sont affiliés à une méga-corporation, et ils viennent dans les commissariats d'Isocorp participer aux enquêtes et vérifier que les flics d'Isocorp fassent pas trop d'excès de zèle et surtout n'entament pas trop les intérêts de la corpo dont ils dépendent. Donc en fait, la mission principale des régulateurs, c'est dans un premier temps protéger les intérêts de leur corpo, dans un second temps, protéger les intérêts de la Normazone. Après, le joueur peut faire l'inverse. Le problème, c'est que s'il fait l'inverse et qu'il protège les intérêts de la Normazone et qu'il va à l'encontre de sa corpo, en fin de mission, lorsqu'il va faire son rapport de mission, sa corpo risque de le rétrograder et il va perdre un certain nombre d'avantages, puisque en fait, plus vous montez en grade dans votre corpo, plus vous avez le droit de transgresser les normes. Vous avez un
un statut un peu particulier qui vous permet, voilà, en fait, vous avez le droit de transgresser les normes autant de fois que votre grade dans la corpo. Alors, les grades vont à peu près de 1 à 12. Donc, voilà, généralement, les joueurs commencent à 1. Donc, ils peuvent transgresser qu'une fois pour l'intérêt de la mission. Mais après, ça devient plus compliqué, parce que dès qu'on transgresse, votre niveau de citoyenneté, il diminue jusqu'à ce que vous soyez décertifié. Et donc, forcément, dans cet univers-là, il arrivera forcément un moment où les joueurs, du fait déjà qu'ils n'appartiennent pas tous à la même corpo, et donc n'ont pas tous les mêmes intérêts, que à force d'utiliser leurs droits, ils vont finalement finir probablement par être décertifiés, puisque nous ne sommes que des pions dans cet univers, et ils finiront probablement être broyés par le système et voudront certainement à ce moment-là se venger d'une façon ou d'une autre, et donc rejoindre les rebelles, les dissidents. Donc, mais bon, après, si le maître de jeu et ses joueurs préfèrent dès le départ définir, on préférerait jouer plutôt des dissidents s'alliant contre le système, c'est possible. Ouais, voilà. D'accord. Le côté Janus, c'est assez intéressant, je trouve. Ça a démarré comme ça et après basculer de côté, en fait, c'est pas mal. Ouais. En fait, c'est toujours plus, je trouve, intéressant. Moi, mes joueurs, je les ai fait commencer côté Normazone. Parce que à un moment, ils voient, si vous voulez, le sous-titre, c'est un monde parfait. Normazone, c'est un monde parfait, c'est Elysium. Et quand vous êtes tout en haut, c'est Blade Runner quand vous êtes en haut des immeubles, pas quand vous êtes dans l'underground, tout en bas où il y a toute la pollution. Donc, c'est un monde parfait du moment que vous grattez pas trop le vernis, quoi. Et en fait, le but, c'est que, oui, quand vous commencez à travailler dans la Normazone, vous allez voir que le côté, ouais, c'est cool, je peux vivre plus longtemps, à la rigueur, si je meurs, ma société va me cloner, j'aurai une seconde chance, et on me rechargera ma séquence mémorielle, et je pourrais poursuivre ma vie comme ça. Enfin bon, il y a des choix. Alors, il y aura beaucoup de choix éthiques, ça, on pourra en reparler, mais voilà. Et c'est tout ce côté, voilà. Et puis finalement, si vous montez dans la hiérarchie, vous aurez quand même davantage de droits, de liberté, etc. Mais une fois que vous avez goûté à ça, c'est justement le fait d'avoir goûté à ça, le choix va devenir peut-être plus difficile de rentrer en dissidence. Ou alors, justement, ce sera plus par vengeance parce que vous aurez donné le meilleur de vous-même et puis au final, à un moment, on va vous utiliser comme un pion et pour l'intérêt d'une mission, de la Normazone ou d'une corpo, on va vous lâcher et puis vous allez vous retrouver au centre pénitentiaire, on va vous envoyer sur Mars pour coloniser, voilà, là où vous auriez pas voulu être, quoi. Donc il y a ce sentiment, voilà, de revanche qui peut dans ce cas-là naître, et c'est pour ça que dans tous les cas de figure, on peut jouer des joueurs, on peut très bien jouer des régulateurs qui vont infiltrer des résistants pour en savoir plus, mais au même titre, on peut jouer des résistants en fait qui sont toujours dans le système et qui appartiennent à la 5e colonne. Donc, qui combattent le système, mais de l'intérieur. Moi, personnellement, le premier groupe que j'ai fait jouer, au 2e scénario, ils se sont dit « Ah non, c'est les choix éthiques que tu nous proposes, ça va à l'encontre de ce qu'on est, nous, véritablement. » Mais ils n'ont pas voulu rentrer, ils sont rentrés en dissidence, mais en fait, ils ont créé leur propre cellule de résistance interne et ils essayaient en cours d'émission de ménager la chèvre échoue, de marcher toujours sur le fil rouge, mais sans trop dépasser. Et c'était assez amusant aussi, quoi. Ouais. Donc, et le Kidam dans cet univers de Normazone, c'est est-ce qu'il sent l'autoritarisme, est-ce qu'il sent la régulation, ou c'est un peu comme dans Brasil par exemple, où on a tellement l'habitude d'être dirigé, d'être orienté sur différents secteurs qu'on ne cherche même plus à réfléchir, on est un petit peu lobotomisé socialement, tu vois ce que je veux dire? Alors, on peut faire les deux. En fait, là, sur le coup, c'est au joueur de décider comment son personnage va réagir. Je suis pas là pour. Mais c'est vrai que dans l'explication de certains types de variants, comme les androïdes qui sont programmés pour servir la Normazone, ou même les génoïdes. Alors les génoïdes, en fait, ce sont, on pourrait
c'est un peu comme des clones, mais qu'on a fabriqué gène par gène pour servir la normazone. Donc en fait, c'est un petit peu, moi j'appelle ça des périphériques biologiques de l'IA. Voilà. Donc, D'accord. là où l'Android est un périphérique informatique, enfin robotique, le génoïde, c'est un périphérique biologique. Et donc, comme il doit régulièrement se connecter au système, il est mis à jour. On vérifie aussi ce qu'il a fait dans la journée. Et donc, s'il est déviant, on va l'éliminer. On va faire en sorte de le remettre dans le bon chemin avant que ça s'aggrave. Mais il y a des missions, voilà, où justement le génoïde ne pourra plus forcément se connecter au système, ne serait-ce que quand il est envoyé en zone franche. Donc la zone franche, c'est les pays du Sud, et il y a moins de réseaux, c'est moins surveillé, puisque les corpos en fait ne souhaitent pas que ce soit hyper surveillé comme en Normazone, puisque c'est là où ils pratiquent un peu leur guerre corporative. Donc ils préfèrent que ça se sache pas trop. Et donc là, les génoïdes vont commencer, comme ils peuvent pas se remettre à jour, ils vont commencer à prendre réellement leur libre arbitre. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir réellement penser par eux-mêmes. Alors, ils peuvent déjà penser par eux-mêmes, mais bon, c'est ce qui est expliqué voilà, dans le système. C'est-à-dire qu'en fait, si le joueur joue un génoïde qui pense vraiment par lui-même, ça veut dire que déjà, il respecte plus trop la norme de se connecter tous les soirs au système. Et donc, à un moment, ça va rapidement le rattraper. Voilà. Et d'ailleurs, dans le livre de base, il y a une mini-campagne de 6 scénarios. Et chaque scénario, justement, va un peu mettre en avant des choix éthiques, déjà, par rapport à chaque type de personnage, soit type de variant ou d'archétype. Et donc, les joueurs, justement, à l'issue de cette campagne, doivent se poser la question: bon, est-ce qu'on continue de travailler pour la Normazone, parce que là, on a quand même vu par les scénarios qu'on a fait que c'est un peu, parfois c'est un peu pourri, ou on continue parce que finalement, on s'en est pas trop mal sorti, et puis s'ils s'en sont pas trop mal sortis, ils auront déjà monté en grade et ils ont déjà acquis quelque chose. Et donc déjà, voilà, à l'issue de cette première mini campagne, le but c'était d'amener les joueurs à choisir presque définitivement. Je ne veux pas dire c'est jamais définitif, mais presque définitivement leur camp. Et ils auront également entreaperçu les prémices des 2 secrets de l'univers de Normazone. Pour ça que tout à l'heure je disais que il n'y a pas un bon et un mauvais côté. Parce qu'en fait, le tout, ce qui est important, c'est de savoir quel maître on sert. Et tant que les joueurs n'auront pas découvert ces 2 secrets, ils sauront pas réellement quel maître ils servent. Et de fait, leur décision ne sera pas prise en pleine conscience. Donc, ils pourront s'apercevoir que ce qu'ils avaient pensé être un excellent choix à un moment, lorsqu'ils ont appris les secrets, ils se rendront compte qu'ils ont peut-être fait le pire des choix à ce moment-là, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, il y a quand même, c'est un jeu à secret en fait, un petit peu. Alors, oui, enfin, il y a 2 secrets, mais même si quelque part, même s'ils tombent rapidement, parce que quand on me dit un jeu à secret, c'est-à-dire qu'une fois que tu connais les secrets, c'est que tu peux plus jouer au jeu. C'était pas le but non plus. Mais donc c'est simplement que je pense que c'est beaucoup plus amusant dans un premier temps de pas savoir justement dans quel monde t'as mis les pieds, et de faire des choix et te dire après coup, quand tu auras découvert un secret, si j'avais su, j'aurais pas fait ce choix-là, j'aurais fait tel autre, etc. Quoi. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà. Et pour la couleur du jeu, en fait, moi j'ai lu ce que tu avais mis sur
tu mets sur la page de sur Gameon, sur la page de financement. J'ai un petit peu appréhendé ta présentation de manière assez souple. Est-ce que la couleur, on est plutôt dans le pulp à la Torg, ou on est plutôt dans du sérieux à la cyberpunk justement, ou alors c'est vraiment que c'est fait exprès que tu laisses ça un petit peu au gré du meneur de jeu et des joueurs en fait? Alors, comme toujours, le maître de jeu est libre d'interpréter la règle comme ce qu'il a envie de faire jouer. Moi, personnellement, j'ai longtemps joué justement à Cyberpunk en tant que joueur, et c'est un univers que j'ai vraiment bien aimé, le côté sombre, etc. Donc, Normazone, c'est un peu ça, c'est sombre, voire même très sombre, parce que comme je disais tout à l'heure, j'essaie d'aborder parfois des choix éthiques concernant le clonage, concernant la liberté individuelle, le côté normatif, c'est un carcan normatif ultra oppressant, etc. Mais il faut aussi qu'on s'amuse autour de la table. Et en fait, il faut jouer sur cet empilement de normes, sur ce millefeuille qui devient un petit peu... alors, il y a à la fois... souvent, on fait référence... ça ressemble un peu à Paranoia. Alors, pour le coup, j'ai jamais joué à Paranoia, je connais juste de nom. Où j'ai peut-être fait une partie. Mais j'ai pas eu le temps d'appréhender l'univers. C'est un peu Brésil aussi, parce que c'est le côté parfois aberrant de Terry Gilliam. Et c'est le côté kafkaïen. Alors je l'avais pas encore identifié comme ça, mais c'est en discutant justement lors de la précédente interview avec Frédéric Sapp. Mais c'est vrai que le principe, c'est ça aussi, c'est le côté kafkaïen, puisque l'empilement des normes fait que quoi que vous fassiez, vous allez respecter une norme et dans le même temps, vous allez en contredire une autre. Voilà. Et bon, je prends souvent des exemples, et pourtant ce sont des exemples qui existent, mais on a tous entendu, alors je sais plus, il y a quelques années, un jugement, en fait, un problème de voisinage, où il y a un monsieur qui avait une mare avec des grenouilles. Il y a une loi européenne, protection des milieux aquatiques, interdiction, vous avez en France et en Europe, vous avez interdiction de combler une mare, une zone humide. À côté de ça, vous avez son voisin qui se plaint parce que les grenouilles font trop de bruit la nuit en été, l'emmène en justice et la justice ordonne en fait le bouchage du trou. Et donc, que doit faire le propriétaire de la mare? Soit il est condamné parce qu'il ne bouge pas son trou, soit il est condamné parce qu'il bouge son trou. Donc, voilà. Et voilà. Et Normazone, quelque part, on sera dans ce contexte-là où tout est normé, tout est son contraire. Tu flirtes avec l'actualité d'ailleurs en ce moment. Voilà. On parle des normes en ce moment. Mais oui, bon. Mais c'est vrai que mais c'est le principe. Quand moi l'idée m'est venue, c'est quand je me recyclais pour avoir un diplôme avec un titre en qualité, et c'est notre prof qui nous faisait sur les normes ISO, nous disait, le deuxième jour, il nous dit, globalement, tous les ans, vous avez entre 500 et 700 nouvelles normes, alors industrielles, écologiques, de sécurité, bon bref, qui sortent. Donc, alors ça veut dire que quand vous divisez 700, si je prends le pire, 700 par 350, ça fait 2 normes par jour qui s'empilent sur le paquet de normes qui existe depuis déjà plus de 40 ans. Et donc je lui dis, voilà, l'idée de Normazone est venue de ça, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que si on a un univers qui serait encore plus poussé, et où on n'est pas à 2 normes par jour, mais du fait qu'il y a des normateurs, on passe à 10, à 100, à 1000 normes par jour, on est dans un univers qui va devenir super compliqué à vivre. Et absurde. Qui mène jusqu'à l'absurdité, parce que généralement on n'efface pas la norme d'avant et on en rajoute une. Donc voilà, c'était un peu voilà, le concept de base. Et comme le but n'est pas non plus de créer un supplément avec tout un paquet de normes,
voilà, et vous avez en fait au sein du groupe, les joueurs pourront faire des connaissances des normes pour demander au maître de jeu, bon, est-ce que là je transgresse ou pas la norme, etc. Et certains joueurs en particulier, comme les prévôts, pourraient très bien dire à table, ah ben non, là, il ne respecte pas la norme, charge à lui d'énoncer la norme dont il parle, et le maître de jeu doit accepter le fait que il a raison, puisque c'est le personnage connaît aussi les normes, donc ce qu'il est en train de dire correspond à la norme. Mais ça n'empêche pas le maître de jeu derrière, comme je disais tout à l'heure, de le de le contrer avec une autre norme en disant ah oui, mais t'as oublié cette deuxième norme qui fait que, enfin voilà. Et on peut jouer là-dessus. Et puisque bon, de fait, ça nous amène un petit peu à parler des archétypes particuliers. Ouais. Et on a en fait alors, pour faire simple, je vais aller plus vite. On a tous les archétypes classiques en fait du jeu de science-fiction. Donc vous avez le techno, le milicien, donc c'est l'homme d'action, l'ancien militaire, le mercenaire, etc. Le média, le trader, le médic. Donc ça c'est relativement classique. Puis on a 3 autres classes, donc qui sont l'auditeur, le prévôt et le normateur. Donc le normateur justement, c'est le seul personnage qui, en cours de jeu, peut créer une norme. C'est-à-dire que là où, tout à l'heure, je disais, on invente rapidement une norme en disant celle-ci, elle existe parce que, voilà. Le normateur, lui, il va créer une norme qui va contredire la norme en fait que le MJ va avoir, par exemple, dictée, ou si il veut faciliter le scénario, puisque le normateur, donc voilà, il a cette capacité d'introduire dans le système, de façon provisoire, une norme qui va être effective au moment où il l'a saisie jusqu'à minuit. Heure où la mémoire tampon de l'IA s'en remet à jour et où toutes ces normes provisoires sont effacées. Donc voilà, c'est un peu le contre-pouvoir du MJ, et ça va permettre, par exemple, à un joueur de dire tiens, il nous faut absolument rentrer dans ce bâtiment, c'est un bâtiment ultra protégé, je sais pas. Bon, je prends toujours le même exemple, c'est une banque, et il nous faut absolument vérifier ce que contient le coffre numéro, je sais pas, 062. Et c'est pas ils ont autre chose à faire que de creuser un tunnel, etc. Et le normateur peut très bien faire, je crée une norme. Bon, alors il faut qu'il la rédige un petit peu. En fait, ce qui est important, c'est que le joueur rédige un peu sa norme pour que le maître de jeu derrière puisse jouer un peu avec les mots. Dans l'interprétation de la norme, c'est un peu comme quand on fait des souhaits à Donjon Dragon, parce que un djinn vous a donné 3 souhaits. Vous êtes sûr que j'ai 3 souhaits? Oui. Ça, c'était ton premier souhait. T'as posé une question. donc voilà. Et donc, il va pouvoir rédiger, par exemple, voilà, chaque jour, le bâtiment doit faire un test de sécurité incendie. Toutes les portes, y compris le coffre-fort, doivent être ouvertes à 18h30 précise pour valider le test et rester ouvertes pendant 5 minutes, quoi, par exemple. D'accord. Les joueurs vont pouvoir rentrer tranquillement et il n'y aura pas de souci parce que c'est la norme que ce soit ouvert. Voilà. Bon, et cet ordinateur cette IA en fait, ce système IA qui ingurgite des normes tout le temps et qui régule tout ça, elle est autonome ou elle est quand même contrôlée, ou alors ça fait partie d'un des secrets, quoi? Alors, je dirais rien. D'accord, j'ai compris. Ok. Spoil. Non, mais en fait, cette IA, tous les régulateurs savent qu'elle existe puisqu'elle est là pour. Le tout, c'est de savoir effectivement si elle est indépendante ou pas. D'accord. Okay. C'est déjà. Alors, faut-il encore trouver des preuves d'une situation ou de l'autre. Ouais, d'accord. Faut jouer pour le savoir, quoi. Mais bon, après, il y a autre chose. Ouais. Donc là, tu proposes différents archétypes. Donc ils vont avoir des régulateurs. Ça, c'était le normateur. Voilà. Ouais. Comment ça fonctionne? Alors, ça, c'était le normateur. Ensuite, vous avez le prévôt. Donc, le prévôt, vraiment, c'est un agent de la police des normes. Alors, le prévôt,
il faut le jouer. Ben, il est là pour vérifier que les normes sont correctement respectées. Donc, quand le prévôt, il arrive, par exemple, sur une scène, voilà, il y a un accident de voiture. Alors ça peut être un grand ponte qui est mort dans cet accident de voiture. Il s'est fracassé contre un platane. Et puis, quand on enquête, on va s'apercevoir, voilà, qu'il y a un pneu qui a éclaté. Bon. Mettons, exemple. Là où le policier de base, le pinot simple flic, donc qui est un milicien, va enquêter pourquoi le pneu il a éclaté. Ah bah tiens, il y a une balle, on a tiré dans la balle et c'est pour ça que le conducteur a perdu le contrôle, par exemple. Donc il fait son boulot de flic. Isocorp, lui, va dire bon ben, il s'intéressera effectivement au même cas que le pinot simple flic, mais dans un second temps. Dans un premier temps, il est là et il constate toutes les transgressions aux normes. Donc, le conducteur, déjà, il n'a pas respecté la norme éco-citoyenne, enfin la norme écologique sur la protection des végétaux, puisqu'il n'a pas évité l'arbre. Bon, après, il peut rajouter les pneus étaient lisses ou sous-gonflés, ça respecte pas les normes de sécurité automobile. Enfin bon, voilà. Et dans un deuxième temps, il va s'intéresser effectivement aux causes de la chose. D'accord. Certains me disent, ouais, en fait, les prévôts, c'est l'agent d'assurance. Voilà. Mais oui, mais c'est ça. Et c'est un peu aussi dans le groupe celui qui sera un peu l'empêcheur à tourner en rond en disant à vous surveiller un peu. C'est un peu le commissaire politique aussi, en disant non, mais là, qu'est-ce que tu bois? Non, mais t'as pas le droit de boire une bière. Il faut boire une bière sans alcool. Enfin, tu n'as pas le droit de nuire à ta santé. Normes sur la santé publique, blablabla. Comment ça, t'as écrit le PV avec un stylo noir? Non, l'écriture réglementaire doit être écrit avec un stylo bleu. Bon, alors c'est ce qui amène aussi un peu d'amusement à table, bien sûr, parce que ça devient à un moment ça devient loufoque, mais d'un autre côté il faut pas non plus en abuser. C'est comme je disais l'autre fois, quand on joue un personnage ivre dans un jeu, bon, on fait un peu de roleplay, bon, en fait, on fait le roleplay 5 minutes et puis après on arrête parce que sinon ça va devenir gavant. On n'est pas dans un jeu des Monty Python, quoi, quand même, voilà. Quand même mais il faut avancer quand même sur l'enquête, mais de temps en temps, de lancer un petit pic en disant, t'es sûr que les marches là, elles font la bonne taille? Voilà, tu touches sur Terry Gilliam. C'est vrai que on est vraiment dans cet esprit. Dans le côté Brésil. C'est ça. Voilà. Brésil et tout ce en fait, il faut le garder. Pour moi, il faut le garder un peu à l'esprit, mais c'est aussi le côté paranoïaque parce que le prévôt, comme c'est un peu aussi le commissaire politique, il est là pour finalement vous surveiller, quoi. Comme c'est un agent de la police des normes, il surveille les autres joueurs à ce que les autres joueurs restent bien dans les clous et dans les normes. Donc, et c'est ce qui doit créer aussi une paranoïa autour de ce personnage-là. Et puis, et le dernier, c'est l'auditeur. Donc, c'est pas l'auditeur, mais c'est l'auditeur. Et l'auditeur, c'est un peu le chasseur de primes. C'est-à-dire que quand les prévôts parce que les prévôts, en fait, ont un peu les mêmes pouvoirs que Robocop ou Judge Dredd. C'est-à-dire, je constate, je juge, je punis, enfin, je sanctionne. Mais s'ils n'arrêtent pas le coupable, donc ils ont des certifiés pour le coup, il y a un mandat d'arrêt et puis les auditeurs, donc chasseurs de primes, sont chargés de s'en occuper. Et il y a normalement un conflit un petit peu pareil entre auditeurs et prévôts parce que chacun considère, les prévôts considèrent que les auditeurs transgressent un peu trop souvent les normes et les auditeurs savent juste leur dire oui, mais vous oubliez la norme sur l'efficacité et si on est là, c'est pour rattraper vos conneries. D'accord. Un petit côté, un mélange de Blade Runner et de l'âge de cristal, un petit peu, quoi. Oui, de toute façon, tout ça rentre dedans. L'âge de cristal, c'était 36 ans. C'était 36 ans, je crois, ou 32 ans, vous deviez être éliminé. Vous deviez être éliminé. Et puis, effectivement, les héros fuyaient les dômes pour se rendre compte qu'on leur avait menti et que l'air n'était pas radioactif.
Mhm. et que c'était que les vieux qui contrôlaient les dômes de cristal, voilà. Mais on est là-dedans. Enfin, moi, c'est bon. Sur certains thèmes, c'est l'âge de cristal, même si les villes ne sont pas sous dôme. Mhm. Mais tout ce qui est contrôle des naissances, surpopulation, il y a Mhm. Seven Sisters aussi, Ouais, qui rentrent aussi un peu là-dedans. d'accord. On va retrouver des thèmes, alors, bon, Blade Runner, Cyberpunk, mais c'est tellement Mhm. évident, mais des thèmes Soleil Vert, Ouais, ouais. où justement, qu'est-ce qu'on fait des corps une fois qu'on les a éliminés? On en fait des petites pilules pour Mhm. nourrir le reste de l'humanité. Mhm. Euh, J'ai pensé à THX aussi de Lucas, moi. Ça m'a fait penser beaucoup à THX de Lucas. Je sais pas si tu l'as je vu. connais pas. Non, pour le coup, Ouais, je c'est connais son pas. premier film en plus, je crois. Et en fait, c'est un univers comme ça, un petit peu dystopique, où il y a un contrôle des naissances, un contrôle des mariages. Vraiment, tout est un peu sous cloche, en fait. Même s'ils sont pas prisonniers, ils sont prisonniers dans leur environnement et prisonniers aussi de la normalisation sociale, tu vois. Je Oui, pensais un petit peu à oui, ça. Ouais. cette Bon, après, ouais. cette normalisation sociale, on la retrouve dans plein de jeux, enfin plein de films, Mhm. que ce soit Divergence ou Mhm. Hunger Games, on les retrouve aussi. Et bon, Ouais, tu Hunger vois que tu Games, connais des trucs de jeunes. ben oui, mais bon, Hunger Games, c'est aussi voilà un jeu Ouais, où on se bat contre la mort, mais ouais. on retrouve le thème de Running Man, Non. de la course contre la mort avec Piccoli et puis Ouais, tout à fait. je sais plus l'autre acteur français, Gérard Lanvin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, enfin, il y a des choses comme Mhm. ça, voilà, Mhm. qui sont déjà un petit peu universelles. Mhm. Il y a plein de séries B, justement la course contre la mort, où c'est avec des courses automobiles Mhm. un peu gladiateurs, voilà. Et puis on retrouve un peu mes gladiateurs romains quelque part. Et la mec Rollerball, il y a ouais, ouais, Rollerball, voilà. le rôle, ouais, c'est Donc, vrai. Ouais. Et la donc mécanique, d'ailleurs, ça alors? alors la mécanique du jeu, alors elle a beaucoup évolué en 10 ans, puisque au départ j'étais sur un système, où on lançait 2 dés, un dé d'action, un dé de stress. Et pour additionner les 2 dés, il fallait que le dé d'action soit supérieur au dé de stress. Mais au final, c'était assez compliqué. C'était difficile au MJ de vérifier que les joueurs, enfin, on va dire, ne trichaient pas. Et c'était pas toujours simple à expliquer aux joueurs, même si c'était pas ça ne les rebutait pas une fois qu'ils avaient compris Mhm. la mécanique, mais bon, c'était pas forcément ça. Et comme je devais en fait au départ le faire éditer, alors JR Édition, on savait pas trop comment, enfin Frédéric ne savait pas Mhm. trop comment prendre le jeu, donc il l'avait gardé sous la main pendant 2 ans. Et je devais le faire ensuite avec Odonata. Bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Mhm. Mais ceci dit, avec Florent, on avait discuté. Il voulait justement que je simplifie le système. Et au départ, donc, quand j'avais développé le système de d'impérateur, Mhm. je me suis dit, voilà, c'était ça le système que je voulais pour Normazone. Donc, en fait, j'avais employé le système d'impérateur. Mais pareil, Florent voulait pas cette double lecture avec le tableau des difficultés. Et donc, en fait, c'est le même système qu'impérateur, sauf qu'il est en lecture directe et il est ultra simplifié. Donc, en fait, vous allez avoir, selon le type de variant, alors on n'a pas parlé des variants, mais les variants, c'est le type d'humain que vous allez jouer. Donc, soit vous jouez un humain, soit vous jouez un psy, soit vous jouez un mutant, soit vous jouez un clone, un androïde, et puis comme je le disais tout à l'heure, un génoïde. Bon, j'ai pas parlé des Kendrids, mais les Kendrids, c'est un peu comme les génoïdes, mais qu'on fabrique en série. Et ce sont des ouvriers spécialisés, quoi. Les D'accord. multinationales, ça coûte trop cher à développer, donc on n'en fabrique pas qu'un. Les génoïdes, on les fabrique à L'unité? l'unité pour qu'ils soient Mhm. vraiment différenciés. Mais les Kendrids, on les fabrique en grosse série. Voilà, on veut une légion de mercenaires pour sécurité. On en fabrique. C'est les clones de Star Wars, quoi. Mhm. On en fait 1000 ou 4000 d'un coup. Et donc, selon le type d'archétype que vous allez prendre, vous allez avoir déjà gratuitement 1 dé, 2 dés ou 3 dés. C'est ce que j'appelle D'accord. les dés de variants. Donc en fait, plus vous êtes génétiquement modifié, plus vous avez de dés de variants, parce que donc en fait l'androïde et le génoïde sont ceux qui lancent 3 dés
en 3D bonus en fait au départ. Les humains, les clones et les psys n'ont qu'un dé parce que ce sont que des humains. Ils ont pour les psys, ils ont quelques capacités, mais voilà. Et ensuite, vous allez avoir 6 attributs. Donc les attributs, c'est inné. Alors inné, c'est globalement tout ce que votre personnage est capable d'avoir appris de façon innée, et aussi tout ce que j'ai pas pu mettre dans les autres attributs. Bon. Ça. Il y a toute la partie attributs combat, donc arme à feu, pugilat, enfin combat au corps à corps, etc. Les capacités psy, donc qui sont pour le coup spécifiques aux psy ou aux mutants qui ont la mutation psy. Les connaissances. Donc, c'est les connaissances universitaires, les langues, connaissances des normes, la biologie, la médecine, etc. Vous avez tout le côté technologique. Donc, ça, là, on va retrouver l'informatique, les cybernétiques, etc. La conduite automobile, enfin la conduite de façon générale. Et puis, la partie sociabilité, donc tout ce qui est interaction. Donc vous avez 6 attributs. Bon, à la création, vous allez avoir des points de création et puis vous allez acheter un petit peu vos attributs. Vous allez acheter aussi des points de stress. Vous allez acheter des spécialités. Voilà. Et si je reste sur l'attribut, mettons je dois faire un jet. Je sais pas moi, de perception. Je suis en train de fouiller un appartement. J'ai un jet de perception. Donc en inné, j'ai le niveau 2. Je vais prendre simple, je suis un humain, donc j'ai un dé de variant, donc j'ai plus 1, donc j'ai 2 plus 1, ça me fait 3, je lance 3 dés 10, et tous les dés qui vont faire 0, 1 et 2, puisque mon niveau dans inné c'est 2, seront des réussites. Donc on lance des dés 10, mais le 0, c'est pas un 10, c'est un 0, ce qui fait que même si vous avez pas acheter la compétence, enfin l'attribut, vous êtes donc à 0, vous pouvez quand même faire des jets et réussir des jets parce qu'il suffira pour vous de faire des 0. Alors sachant que quand vous faites un 0, en plus il est explosif, donc vous avez le droit de le relancer. Voilà. Donc ça marche à l'envers, si tu veux, d'impérateur, puisqu'il fallait faire des gros chiffres à impérateur, et les 1 supprimer des réussites, et là c'est les 9. Alors les 9, le maître de jeu peut effectivement diminuer les réussites, mais c'est vraiment quand il sait pas quoi faire en fait des 9 du joueur. Le principe des 9 dans ma zone, c'est plutôt de mettre des bâtons dans les roues des joueurs. Une petite complication, un truc comme ça. Des complications, voilà, chercher le mot. Ah, j'allais sur le bout de la langue. Mais voilà, c'est je crochette une serrure, je fais 4 réussites et un 9, par exemple, et ben je crochette la serrure, mais manque de bol, au moment où j'ai crocheté, le système d'alarme se déclenche et ça fait alors qu'est-ce que vous faites, voilà. Bon, les joueurs, pareil, vous faites une course automobile, tu as réussi super ton jet de conduite, tu as évité la passante qui traversait sur le passage piéton, mais tu as fait 2-9, le maître de jeu va te dire, je sais pas, tu as un pneu qui éclate, quoi. Ce qui fait que le jet suivant va être plus compliqué. Voilà. D'accord. Le 9 est pas forcément... le but n'est pas forcément de diminuer la réussite. Bon, souvent, je diminue, c'est plutôt quand on fait un jet de connaissances pour savoir, je suis dans une bibliothèque, je cherche des infos, t'as fait 4-9, enfin, t'as fait 4-9 et puis 5 réussites, il en reste plus qu'une, en fait, où t'as perdu énormément de temps, quoi. Ça, t'as passé la journée, voilà. Donc ça, c'est plus sur le maître de jeu, voilà, d'interpréter un petit peu la chose. Alors, le joueur peut très bien aussi envisager et d'être proactif par rapport à ça, mais bien sûr. bon, c'est pas clairement défini, mais bon, là, ça peut être aussi, ça peut être sympa aussi de le jouer comme ça. Voilà pour le système. Et alors, comme je parlais tout à l'heure de spécialisation, et quand tu as une spécialisation, eh bien, ça va te donner un dé supplémentaire, parce que la spécialisation augmente pour cette action-là ton niveau dans la tribu. Donc, si par exemple, en combat, j'ai 3, donc si j'utilise une arme à feu, j'ai que 3. Par contre, si j'ai une expertise arme blanche et que j'utilise une arme blanche, eh bien,
mon combat sera plus à 3, mais va passer à 4. Donc, D'accord. Ça sera 4 plus 1, puisque je suis toujours un humain, donc j'ai toujours un seul des bonus. Et donc, je lancerai 5 dés, quoi. Voilà. D'accord. Et à la création, puisque les personnages améliorés en 3D, ils ont moins de points d'attributs à distribuer après pour équilibrer. Comment tu as fait? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en ça. fait, ils ont davantage de points. Ils ont des points en moins à la création parce qu'ils ont D'accord. déjà Voilà. ces éléments-là. Ceci dit, ça reste quand même avantageux parce que c'est des points malgré tout qui leur ont coûté beaucoup moins cher que si vous voulez les acheter par la suite. Parce que ces points de comment dirais-je, de variants, par contre, ils n'évolueront jamais. Ça reste fixe. Par contre, en fait, le fait c'est que quand, par exemple, je crée un Android ou un Prévost, ben oui, il a ces 3D de base gratuits, mais c'est compliqué avec les points qui vous restent de mettre des gros scores dans les compétences et d'acheter beaucoup de spécialités. Donc, à un moment, il faut faire un choix. Alors que finalement, j'ai réussi à faire un humain, oui, c'est un humain, plus polyvalent peut-être. Ultra spécialisé. Donc, c'est un hacker. Il a 5 en informatique. Il a la compétence informatique et technologique. Donc déjà, il lance malgré tout 6 dés plus son dé humain. Et dès lors qu'il fait 6, voire en dessous de 7, il réussit CG. Mais voilà, en fait, moi, je suis pas un joueur optimisateur. Les optimisateurs trouveront toujours de toute façon, quel que soit le système, ils trouvent toujours un moyen d'optimiser leur personnage. Mais soit effectivement, vous hyper spécialisez votre personnage, et puis après, vous allez savoir faire qu'une seule chose. Soit vous vous rendez plus polyvalent, et puis oui, vous serez moyen à certains endroits, et puis il faudra jouer des scénarios pour avoir de l'expérience et puis les améliorer. Bon, après, c'est vrai aussi pour celui qui s'hyper spécialise, au moins dans un domaine, il est hyper compétent, et puis avec quelques scénarios, il va pouvoir acheter les premiers niveaux. Voilà. Donc, le système, ça reste malgré tout équilibré. Ça dépend ce qu'on veut faire. Mais... D'accord, mais c'est très large ce que tu proposes, et que tu me parlais justement qu'au début, en fonction de différents endroits, différentes régions, le sud, le nord, etc., tu pouvais avoir des différentes températures, des différentes atmosphères et différents scénarios. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu proposes en fait dans cette campagne de financement? La norme Amazon, plus comment ça marche? Donc la campagne de financement, donc c'est le livre de base. Donc comme je disais, il y a les 80 pages, une description du monde, les archétypes, comment créer son personnage, le système de règles, un certain nombre, on va dire, c'est pas vraiment des prêts tirés, mais c'est des archétypes qui vont permettre aux maîtres de jeu d'avoir des PNJ sous la main. Et puis si un joueur arrive à la bourre, il peut lui redonner, ça lui donne un prêt tiré malgré tout, charge au joueur ensuite de le customiser un peu. Et puis ensuite on a donc 6 scénarios qui constituent la première campagne un petit peu de découverte, de mise en bouche sur Normazone. Donc là, actuellement, on a 2 paliers qui sont tombés. Donc le projet, déjà, il est financé. Le deuxième palier, donc le PDF est offert à tous les souscripteurs qui prennent la version physique. Là, on est à 200 €. Il manque 200 € pour le palier suivant, donc ça sera un scénario supplémentaire. Alors, qui sera pas dans le livre. C'est un scénario, alors pour l'instant, qui est prévu en PDF. Un peu plus tard, on fera un recueil papier, et dans ce recueil papier physique, on y incorporera les 5 autres scénarios qui sont proposé en fait au cours du financement. Tout dépend à quelle somme on arrive. Voilà. D'accord, ok.
que bon, tu vois un actuellement, développement, est-ce que tu vois un développement comme tu as fait pour Imperator, par exemple? Là, tu me parlais de plein d'endroits et il y a par exemple, il y a pas Mars dans cette, non, alors on en parle, hein, parce que ouais, d'ailleurs, je crois dans les 80 pages, on parle ouais, justement des oui, oui. différents, un peu des différentes zones. Bon, il est vrai que actuellement, moi, j'ai déjà 2 campagnes, en fait, 2 suppléments d'écrits. Mmh. Donc Mmh. justement, j'ai le système pénitentiaire où on parle de la prison spatiale et du continent austral. Mmh. Et la deuxième campagne, c'est Mars One, donc la colonie martienne, avec bon, D'accord. la révolte Mmh. martienne vis-à-vis de la Normazone, etc. Mmh. Mmh. À chaque fois, pareil, hein, c'est une description un peu plus détaillée, voilà, du monde. Je garde le même principe hein, que pour Imperator Mmh. ou Antica, et donc je décris un peu plus le lore concernant Mmh. cette partie-là. Ouais. Et ensuite, c'est animé avec soit des scénarios, soit Mmh. une campagne. Donc Ouais. pour l'instant, là, c'est 2 campagnes, sauf que pour Penitentiary, il y a une campagne qui se passe dans le continent austral et il y a un scénario qui se passe dans la prison spatiale. Mmh. Voilà. D'accord. Ouais. Et à terme, parce que comme j'avais mis un peu en stand-by, puisque ben, j'avais les autres projets qui étaient en cours et que ben, Imperator m'a pris aussi beaucoup de temps pour écrire tous les suppléments qui sont actuellement disponibles et qui vont être disponibles. Comme c'était pas la priorité, comme j'avais pas d'éditeur, etc. Donc j'avais un peu posé mon crayon là-dessus, mais j'ai un carnet rempli de notes avec les prochaines Mmh. idées de scénario. Hein. En termes de campagne, ben, j'ai Mmh. prévu effectivement un supplément sur la Chine, hein, puisque la Chine est on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé que la Normazone et de la zone franche, Mmh. mais en fait, la Chine est ni l'un ni l'autre, hein, c'est le seul pays qui est resté, on va dire, indépendant, qui en a profité pour étendre son territoire et qui est un peu l'antagoniste de la Normazone et qui peut malgré tout soutenir les dissidents. Donc c'est quand même intéressant d'explorer cette partie-là. Mmh. Il y aura également un supplément sur la zone franche hein, pour détailler un Mmh. petit peu plus qu'est-ce qui se passe en Afrique et en Amérique du Sud. Et puis un troisième sur les îles flottantes. Donc c'est des grosses îles du fait qu'un certain nombre de pays, du fait de la montée des eaux, ont disparu. Avec certains pétrodollars, ils ont construit d'énormes. Alors c'est pas des paquebots, mais c'est vraiment des îles flottantes Mmh. qui sont un petit peu. C'est un peu les Monaco. C'est pas une zone franche. Enfin, Mmh. c'est des zones neutres en fait Mmh. et où on va y trouver aussi bien des criminels, des gens de la Normazone, des Chinois, etc. Donc Mmh. c'est un petit peu des zones diplomatiquement parlant, on peut Mmh. s'amuser à faire pas mal de choses et puis se rendre compte que voilà dans ces paquebots flottants Mmh. finalement. Entre celui qui travaille à fond de cale et le richissime milliardaire qui a Mmh. sa suite, et ben Mmh. il y a un ascenseur social énorme. Mmh. Et donc il y a matière à faire Ouais, très, à très bien. faire Ouais. plein de types de Ouais. scénarios là-dessus. Et bon, alors je parle de ces îles flottantes, mais comme je parle parce que si vous regardez, vous tapez Google, ces îles flottantes, ce sont déjà des projets Mmh. Ouais, bien de sûr. certains milliardaires d'Arabie Mmh. Saoudite. Mmh. En fait, dans ma zone, c'est ça. Il faut bien voir que ce que moi, je me suis inspiré des grands projets futuristes actuels, alors qui se feront ou peut-être pas, mais en tout cas, moi, dans ma zone, tous ces projets Mmh. futuristes, ils existent. Donc, Mmh. les hôtels géostationnaires dans lesquels on monte avec un ascenseur subspatial, Mmh. c'est des projets. Je vous dis, vous tapez sur Google, il y a même plein Mmh. d'images d'art que moi j'ai Mmh. utilisé justement pour pouvoir un peu aider mes illustrateurs. Et
donc voilà, vous avez Mars One, hein, c'est le projet Ouais. d'Elon Musk et puis de Landscape. Il y a le projet de l'Hyperloop. Donc c'est le train subsonique d'Elon Musk qui doit aller en Californie, sauf que à l'Hyperloop, moi dans mon univers, il fait le tour du monde. Donc vous faites Paris-New York en 2 heures, mais avec un train subsonique. Il y a et de fait, il y a aussi un projet d'un milliardaire russe, Yakoutine, je crois, qui veut faire en fait un autoroute routier et ferroviaire par-delà le détroit de Bering, hein, pour relier les États-Unis à la Russie. Bon, avec Trump au pouvoir, c'est peut-être pas demain la veille, mais mais voilà. Enfin, dans mon univers, ça permet justement à l'Hyperloop de faire le tour. Trump, il serait capable de revendiquer la Sibérie à partir de l'Alaska, tu vois. Donc voilà quoi. Ouais, d'accord, ouais. Ça peut même faire presque penser à transpersonnage. Mais... Oui, tout à fait. Et puis bon, quand tu parles d'île flottante, dans l'île à hélice, Jules Verne en parlait déjà, tu vois, donc c'est pas des idées. Donc ouais, en fait, c'est vraiment bon, on reste un petit peu dans ta philosophie au niveau en tant que créateur ludique, c'est-à-dire tu pars vraiment sur un long projet tu travailles depuis très longtemps et que tu veux vraiment ajouter des éléments un petit peu comme un patchwork, comme tu as fait avec. Moi, j'aime beaucoup la façon dont tu as procédé avec Imperator, tu vois. Oui, ça sera un peu la même chose. À chaque fois, on va prendre la loupe sur un thème ou un sujet, et ça va permettre d'élargir, détailler davantage, puisque j'ai suffisamment, je pense, élargi le jeu, mais j'en ai donné que des aperçus. Donc en fait, le but, c'est de préciser davantage ce que j'ai juste esquissé, quoi. Et tu travailles avec qui au niveau de tout ce qui est design visuel, illustrateur, etc. Bon, toi, alors là, avec les mêmes que pour Imperator ou non, là je travaille avec l'équipe d'Antica. Bon, la seule différence par rapport à Antica, c'est que on sait très bien qu'en France, la SF, ça a du mal à décoller. Là, ça fait 15 jours sur un projet comme Antica ou Imperator, je ne serais pas qu'à 6 000 euros, je serais déjà à 15 000. Donc, forcément, le budget alloué à tous ces frais fixes, enfin, il y a des frais fixes qui sont l'impression, etc., la mise en page, les illustrations. Alors, les illustrations, moi, j'ai demandé à Nicolas Camiade, qui fait les couvertures d'Imperator, de me faire la couverture et l'écran pour Normazone. Bon, il se trouve que moi, j'ai prévu de mettre un budget de 1 000 euros pour ces deux fournitures, qui ne sont pas encore livrées. Donc, il a fallu qu'on mette des visuels. Donc, les visuels, on travaille aussi avec le studio Behemoth qui utilise les nouvelles technologies, pour ne pas dire l'IA, mais qui retravaille aussi. L'IA, de toute façon, ne donne jamais l'image qu'on veut, donc derrière, il retravaille, il retouche, il fait du Photoshop, il fait du collage, voilà. Donc, je vais pas tendre le dos à la polémique, voilà, mais bon, de toute façon, j'assume. Le projet peut pas exister avec des illustrations si on n'utilise pas cette nouvelle technologie, parce que le coût des illustrateurs, faut voir que moi, Antica, le budget illustration, c'est entre 20 et 25% du budget du crowdfunding. Donc, vous faites le calcul, quand le crowdfunding il fait 25 000 euros, il y a à peu près 5-6 000 euros qui partent déjà pour les illustrateurs. Donc là, on est à 6 000 euros. Je peux pas mettre 6 000 euros, quoi. Donc, sinon, j'imprime pas. Et donc déjà, voilà. Donc à un moment, il faut aussi raison garder. Le discours serait différent si effectivement je faisais un financement à 25 000, à 30 000, à 50 000, à 100 000. Et quand les gens se plaignent des IA,
bah oui, on peut se plaindre quand il y a des grosses sociétés qui font 100 000 et puis qui vont utiliser des IA. Mais je trouve qu'on peut pas venir casser du sucre sur le dos de ceux qui sont en auto-édition, qui ne sont pas dessinateurs. Alors je pourrais les dessiner, parce que j'ai fait quand même 10 ans de beaux-arts, mais vous serez livré dans 10 ans. Ouais, bah, en tout cas, merci pour tes précisions et c'est bon, c'est bien de le dire. Par contre, tu aurais pu, bon, c'est un choix de ta part parce que c'est vrai que tu aurais pu, par exemple, procéder un petit peu comme certains éditeurs qui proposent des formats plus petits, et cetera. Tu voulais vraiment proposer un produit un petit peu comme tu as l'habitude de faire, en fait. Tu aurais pu faire un format plus petit, plus condensé, plus restreint, style A5, tu vois. Ça, en fait, c'est un faux problème en fait, parce que moi, effectivement, mon idée au départ, quand j'en ai discuté avec mon collègue donc Yann, je lui ai dit, écoute, bon, maintenant on se retrouve face à une concurrence, faire un jeu, voilà, à 50 euros, et puis un collecteur parce qu'au départ, on ne devait pas faire de collecteur, mais bon, on n'a pas vraiment le choix, en fait, quand on fait la démarche financière de la faisabilité du jeu. J'espère, moi, simplement qu'on ira suffisamment haut pour que les collecteurs aient beaucoup de choses, puisque là, il n'y a rien en option. Tout ce qui est débloqué, ils auront les éléments débloqués. Bon, on fera un let's pledge de toute façon derrière, donc qui ira jusqu'à l'impression. Donc j'espère, voilà, ça continuera de monter. Mais oui, moi au départ, compte tenu de la concurrence qu'on disait tout à l'heure, je me suis dit, puisqu'on arrive à faire des suppléments anti-cas à 35 euros à peu près, est-ce qu'on peut pas justement faire un MOOC, peut-être un format plus court à l'américaine, voilà, et puis faire en sorte que ils sortent à 35 euros, couverture souple, etc. Donc au départ c'était l'idée, et puis lorsqu'on Yann a eu les devis, alors, en fait comme en France on fait, même en Europe, le format américain il est très peu utilisé. Ça coûte plus cher de faire un format américain que de faire un format standard à 4. Classique, ouais. D'accord, voilà. Ok. Ouais, bon. Alors ça coûte plus cher parce que voilà, il y a une découpe particulière et en fait ils vous font payer les chutes de papier. Ça doit être ça. Et puis d'autre part, comme vous avez moins de place pour écrire, vous augmentez le nombre de pages. Donc en fait, c'est perdant-perdant. Donc on est resté sur le A4. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas où on va, puisqu'on sait que la SF marche quand même moins bien en France que dans les pays anglo-saxons, que tous les projets de SF, quand vous regardez, ils font pas non plus des crowdfunding mirobolants. Même les grosses licences dont on parlait tout à l'heure, bon, ils font des choses, je crois, de l'ordre de ce que je fais avec Antica ou voilà, quoi. Donc, alors que c'est des grosses licences, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Ouais, t'as peut-être des exceptions comme Alien ou des trucs comme ça. Oui, après il y a quelques exceptions, bien sûr, mais voilà. Et donc forcément, le tirage il va être limité. Et plus le tirage il est limité, plus ça coûte cher à l'unité. Donc, au final, c'était une bonne idée, mais qui n'est pas viable financièrement. D'accord. Ok. Écoute, merci de nous préciser ça. C'est très intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a les mains dans le cambouis quand même. Ça, de temps en temps, on écoute beaucoup sur les réseaux sociaux les gens parler, mais moi je préfère que ce soit les gens directement concernés qui en parlent. C'est mieux. Oui, souvent les gens parlent sans vraiment savoir. Mais... Exactement. Et pour le coup, le projet va se faire, comme on disait tout à l'heure. Bon, même s'il n'y a pas, il y a quand même des gens qui ont travaillé sur les illustrations, ils vont toucher une part pour leur travail. Et au final, le seul qui va se faire avoir, c'est moi, parce que j'aurai rien. Mais c'est pas grave, ça sera sorti. Le jeu que tu veux faire depuis 20 ans, il sera sorti, quoi. Écoute, moi je te souhaite bonne chance. Bon, déjà j'ai vu que je suis un petit peu de près la campagne. Bon, ça va, ça avance. Oui, en fait ça, voilà.
ça avance doucement. Tu es dans les clous que tu pensais. Comme on savait que ça serait difficile, Ouais. oui, Ouais, ça va. ça suit un petit peu pas l'algorithme, parce qu'on n'a pas d'algorithme pour ça, mais C'est dans la bon, norme. voilà, c'est ça, c'est dans la norme prévisionnelle. Donc non, ça va doucement et après voilà, Ouais. on espère voilà atteindre facilement les 12 000 avec le Late Pledge et peut-être plus. Voilà. Là, j'ai terminé ce week-end la dernière convention où je faisais jouer Normazone. Bon, bah voilà, quoi. J'ai encore une interview semaine prochaine. Parce que voilà, le but, c'est aussi de faire, de visualiser, mais globalement, les 3 premiers jours, il y a eu pratiquement les 30-40 personnes. Enfin, la première semaine, de façon générale, il y a eu pratiquement les 40 premières personnes. Alors, certains c'est vrai, ce sont des amis, mais pour beaucoup, c'était ceux qui ont déjà joué avec moi à Normazone depuis 10 ans, qui attendaient que le projet sorte. Et dès qu'il est sorti, ils ont, pour le coup, ça leur a plu, ils ont pas oublié que ça leur avait plu et qu'ils ont pledgé. Donc après, c'est le bouche à oreille. Alors ça sera peut-être plus facile justement pour les prochains financements, c'est qu'on aura déjà le livre de base, le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille pourra commencer à s'installer. Je continuerai de faire des conventions avec des démonstrations et puis voilà, ça va s'installer dans le paysage doucement, quoi. D'accord. Ok Bruno, bah écoute, merci de nous avoir présenté un petit peu Normazone, de nous avoir parlé, de nous avoir exposé un petit peu tout ce que tu avais imaginé il y a quelques années et que tu as porté sur le papier maintenant. Bon, moi, je suis plutôt amateur de science-fiction, je suis très amateur de cyberpunk. Donc, franchement, je suis assez client de ça, donc je suis pas la meilleure personne pour parler parce que moi, dès qu'il y a des choses comme ça, je me jette dessus. Donc, c'est très bien. Dans ça, t'en parleras positivement. Voilà. Je te laisse retourner à tes visites. À Carthage. À Carthage. À Carthage. Et puis, bon, on reste en contact et puis on reparlera de Normazone et de tout ce que tu fais, que ce soit Antica, que ça soit Imperator. Et puis maintenant, il y aura Normazone. Hein, voilà. Voilà, tout à fait. Bon, on en discutera à Octogone. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Octogone. Ouais. Bah écoute, je ne l'aurai pas pour Octogone. La livraison est prévue pour décembre, janvier. Voilà. On va nous faire jouer quand même. Voilà. Écoute Bruno, bonne continuation, à bientôt, ciao. Merci Nicolas, ciao.